L'histoire de Sacagawea, contrairement à Pocahontas, n'est pas une histoire romancée par Walt Disney, mais bel et bien l'une de ces légendes amérindiennes bien réelles. Aujourd'hui, de nombreuses statues érigées en l'honneur de Sacagawea sur le sol américain rappellent son épopée glorieuse et perpétuent son souvenir. Son discours y est même gravé en lettres d'or. C'est d'ailleurs une figure légendaire dans l'histoire de l'Ouest américain, pour son rôle indispensable qu'elle a tenu pendant l'expédition des Lewis et de Clark. Plus tard, Sacagawea est devenue une énigme pour les historiens cherchant à retracer la fin de sa vie. À cette époque-là, le territoire accordé aux Shoshones fut rapidement réduit de 80% de sa superficie, les Américains ne respectant pas leurs traités. Sacagawea, la fille d'un chef Shoshone, est née vers 1788 dans la région de l'Idaho. Elle fut enlevée par les Indiens Hidatsa alors qu'elle avait environ 10 ans, puis elle fut raccompagnée dans son village dans le Haut-Missouri. Là, elle et une autre petite fille captive furent gagnées au dé par un trappeur canadien-français, Toussaint Charbonneau, qui les maria. Personnage envoûtant, histoire d'amour riche en drame et en rebondissements, Sacagawea annonce aussi à travers l'émouvante aventure d'une femme courageuse les prémices de l'ultime combat d'une civilisation sur le point d'être injustement sacrifiée à l'irrésistible ascension d'un nouveau monde. Avant de raconter cette légende, il serait sans doute bon de préciser un point d'histoire-géographie, important afin de situer les lieux où se déroula cette histoire. Vers l'année 1800, le territoire des États-Unis était divisé en trois. L'Ouest était constitué en grande partie de possessions espagnoles. Le centre de chaque côté des fleuves Missouri et Mississippi de possessions françaises et l'Est de possessions anglaises. Les Shoshones, une tribu indienne, vivaient dans le Wyoming actuel et occupaient également une partie de l'Idaho, du Montana, du Nevada et de l'Utah. C'était un peuple fier qui vivait principalement de la chasse du bison, un animal qui parcourait par millions, les vastes plaines de ces régions. Voici sa légende telle racontée chez les Amérindiens. La fille d'un chef indien d'une tribu de chasseurs de bisons, Sacagawea, l'oiseau qui plonge dans l'eau, reçut un jour cette étrange prédiction de sa grand-mère. Bientôt tu feras un voyage dans un pays inconnu. Tu es l'élu. Tu auras plusieurs noms. Tu guideras les autres. Tu seras quelque chose comme un grand chef qui donne au peuple des ventres pleins et des visages réjouis. Tu appartiendras aux légendes dans de nombreuses vies d'hommes et tu seras aimé par d'autres nations. Tu mourras jeune et pourtant tu atteindras un âge avancé. Le début de tout cela est proche. C'est un destin auquel tu ne pourras échapper. Enlevé tout enfant au cours d'une sanglante bataille impitoyablement réduite en esclavage, convoité par tous les hommes, traqué sans cesse pour sa jeunesse et sa fraîcheur, échangée, gagnée au jeu, mariée à 13 ans contre son gré, elle saura cependant prendre sur le destin et sa douloureuse condition de femme une éclatante revanche. Grâce à son intelligence et à son intuition exceptionnelle, à sa connaissance aiguë des lois de la nature, au savoir et à la sagesse de ses ancêtres, c'est elle en effet qui mènera vers le succès, en 1805, une poignée d'hommes blancs permettant à l'expédition historique des deux explorateurs américains, Lewis et Clark, d'atteindre les rivages jusqu'alors inaccessibles du lointain océan Pacifique. Dans le centre du village des Shoshones vivait le grand chef, ne recule jamais. C'est là que naquit, vers l'an 1788, sa fille Petite Herbe, qui allait devenir Sacagawea. Très tôt, Petite Herbe se révéla une enfant curieuse, espiègle et très bavarde.
Ses parents n'arrêtaient pas de lui dire « Tu parles trop, petite herbe. Les femmes doivent apprendre à tenir leur langue, surtout en présence des hommes. » Mais petite herbe n'écoutait pas et n'en faisait qu'à sa tête. Elle n'arrêtait pas de poser des questions à son père, qui faisait preuve d'une grande patience. De taille moyenne, massif aux larges épaules et aux jambes arquées, caractéristique des gens de sa race, ne recule jamais, possédait des yeux noirs, brillants et inhabituellement durs, sauf en présence de ses enfants. Le grand chef riait même aux éclats quand il se baignait avec eux dans les eaux froides des cours d'eau, ou quand il courait avec eux dans les herbes épaisses des collines. Les Shoshones formaient une tribu très unie. Tous aimaient et respectaient leur chef. Ne recule jamais, chaque guerrier était cependant son propre maître. Le chef n'étant que celui qui, par sa sagesse et son courage, occupait une position de respect. On s'adressait davantage à lui pour prendre conseil que pour recevoir des ordres. Comme pour la plupart des tribus indiennes, les femmes effectuaient les travaux domestiques, tandis que les hommes capturaient et dressaient les chevaux indispensables à la chasse au bison. Ils fabriquaient des armes, protégeaient la tribu et livraient des combats contre les tribus rivales, qui tentaient de s'emparer des chevaux et de faire des prisonniers. Les enfants, eux, couraient parmi les tipis et étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Leurs aînés, pensant qu'une discipline trop rigide pouvait nuire à leur développement. La vie s'écoulait paisible et joyeuse pour petite herbe et ses frères et sœurs. Un jour, les Shoshones entreprirent leur voyage annuel vers leur quartier d'hiver, dans la région de la montagne luisante, aujourd'hui les Rocheuses. C'est lors de ce voyage qu'ils furent attaqués par les Pieds Noirs, une tribu rivale qui convoitait leurs chevaux. Possédant des mousquets, les Pieds Noirs eurent le dessus et plusieurs guerriers Shoshones, de même que des femmes et adolescents furent tués. Des femmes furent capturées, ainsi que des enfants, dont Petite Herbe. Les Pieds Noirs firent leur long voyage de retour vers leur territoire, et Petite Herbe devint l'esclave de Bec de Vautour, le guerrier qui l'avait faite prisonnière. Elle fut traitée durement et subit toutes sortes d'humiliations. Mais fière, elle endura le tout sans pleurer ni se plaindre. Elle apprit le langage des Pieds Noirs, qui lui donnèrent le nom de femme oiseau ou Sakajewa dans leur langue. Ce nom devient Sakajewa ou Sakajawa. Sakajewa demeura dans la tribu des Pieds Noirs jusqu'à ce qu'elle soit gagnée au jeu par un dénommé Toussaint Charbonneau, un marchand très porté sur les jeunes femmes indiennes. Le jeu était le passe-temps favori des Indiens, surtout lors des grandes foires annuelles, et il était fréquent qu'un Indien perde tout ce qu'il possédait, femmes comprises. Charbonneau avait déjà 2 jeunes Indiennes dans sa cabane, et il entreprit de caser le caractère, de caser Sakajewa, mais surtout de casser son caractère, de Sakajewa, jugé trop fier. Toussaint Charbonneau était né à Montréal d'une femme sioux et d'un père canadien-français. Brutal, il battit Sakajewa, sans parvenir à briser la petite indienne, qui n'avait que 13 ans à l'époque. Plus tard, le Congrès américain vota une loi afin de permettre l'exploration des territoires situés à l'ouest du fleuve Mississippi jusqu'au Pacifique. Meriwether Lewis et William Clark furent chargés de monter une expédition à cet effet. Comme ils ne connaissaient pas ces territoires, ni le langage des diverses tribus, il leur fallait un guide et interprète. Sakajewa, qui connaissait bien ces territoires, puisque sa tribu se rendait à chaque année jusqu'à la montagne luisante, fut désigné pour remplir ce rôle. L'expédition de Clark et Lewis comptait 45 hommes. C'est au cours de ce voyage que Sakajewa démontra toutes ses qualités de princesse indienne.
Elle était courageuse et elle était toujours à l'avant-garde pour entreprendre des discussions avec les diverses tribus afin de permettre la traversée des territoires, et ce, jusqu'à l'océan Pacifique. Elle fit l'admiration de tous les hommes, y compris Clark et Lewis, qui devinrent des amis intimes. Sacagawea tomba follement amoureuse du capitaine Clark, qui ne répondit pas à ce grand amour. Elle rédigea ce très beau poème à son intention. Mon amour, sous les sols le long de la rivière, nous nous reposions. Le petit oiseau jaune des peupliers venait et chantait pour nous. Aujourd'hui, je me souviens et je pleure. Mon amour, sous les jeunes maïs, nous nous reposions. Le rossignol qui aime les nuits d'été venait et chantait pour nous. Aujourd'hui, je m'en souviens et je pleure. Nous allions parmi les fleurs pâles, tout n'était que joie. Nous allions seuls avec notre bonheur, dans les buissons de fleurs pourpres. Hélas, le temps a passé. Oh mon amour, ce soir je suis seule avec mon chagrin. Au retour de l'expédition qui allait ouvrir la route de l'Ouest américain, les autorités firent une grande fête en l'honneur de Clark et Lewis, de même qu'en l'honneur de la princesse Sacagawea, qui était devenue très célèbre dans tout le pays. Le président Jefferson offrit un splendide médaillon à son effigie à Sacagawea, reconnu finalement comme chef de la tribu des Shoshones. Sacagawea représenta son peuple lors de la signature du grand traité de paix du 3 juillet 1868 entre les Blancs et les Indiens. Sa tribu se voyant accorder un vaste territoire, Sacagawea, très noble et très ému, prononça le discours suivant devant les dignitaires dont certains pleuraient et qui resta gravé dans la mémoire de toutes les générations. Je mettrai mes pas dans ceux de mes ancêtres, où je tracerai ma propre piste. Je sentirai la mousse et les feuilles sous mes pieds. J'entendrai craquer les pommes de pin et les brindilles. Je m'émerveillerai de l'assaut des lichens sur les roches, comme les vagues sur la mer. Au printemps, j'irai cueillir les églantillés et les violettes, là où, loin du bruit et de querelles, tout n'est que paix et silence. Les écureuils et les oiseaux m'accueilleront. Je m'assoirai sur une souche morte et regarderai les pousses neuves me dire que la vie meurt, mais que tout recommence. En été, je sentirai la fraîcheur des ombrages et à travers les feuilles, je verrai le ciel bleu et pourrai m'émerveiller de l'éternité de notre terre. J'irai marcher sur les collines à l'automne et respirer l'odeur âcre de l'herbe fanée. L'hiver venu, les arbres dépouillés me rappelleront aux dures réalités de la vie. Je sentirai alors sur mon visage le froid de cristal du vent et le souffle mordant des premières neiges. Comme l'avait prédit sa grand-mère, Sacagawea mourra jeune en même temps qu'elle vivra vieille. Elle succombera à une fièvre typhoïde en 1812, à l'âge de 25 ans. Mais dit-on, d'autres pensent qu'elle s'en est retournée auprès des Shoshones, dans la réserve de Wind River, et y serait morte en 1884. Sur ce point, les historiens sont partagés. Où commence la légende, nul ne le sait. Extrait de 1000 contes indiens d'Amérique du Nord,